Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Aujourd'hui, on va se retrouver comme d'habitude, j'ai envie de dire, pour la sélection des jeux que j'ai préférés chaque mois. Après un été en demi-teinte où j'ai passé ce genre de vidéo, un mois de septembre qui est extrêmement riche, un mois d'octobre qui va être extraordinaire en termes de sortie. Est-ce que ça sera extraordinaire en termes de plaisir de jeu? Ça, on va voir un petit peu. Cette sélection-là, je dois vous le dire, c'est peut-être la sélection la plus difficile que j'ai faite depuis que j'ai créé la chaîne il y a maintenant 5 ans. Pourquoi? Non, parce qu'il n'y a pas de jeux, je trouve, qui se démarquent, des jeux qui font l'unanimité. Je trouve pas. Est-ce qu'il y a des jeux bons? Oui, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des sorties? Oui, beaucoup trop. Est-ce que voilà, il y a des jeux qui se démarquent? En tout cas, c'est une sélection extrêmement subjective que je vais vous proposer sur cette vidéo-là. 3, c'était un petit peu trop difficile, il fallait absolument que j'en inclue un 4e, je ne pouvais pas faire autrement. Donc j'espère que vous êtes bien installés, on va voir mon top 4 de ce mois de septembre. C'est parti. Et on va commencer en 4e position avec un jeu qui vient de sortir très récemment, mais un jeu qui m'a fait extrêmement plaisir. Déjà d'une part parce que c'est un support presse très personnalisé, je remercie donc son équipe et notamment Marion de m'avoir permis de tester le jeu à Vichy et aussi d'avoir ce support presse pour que je puisse vous en parler, car c'est vraiment le genre de jeu que j'affectionne particulièrement. Vous avez connu Pina Colada cet été du même éditeur, et il y a un autre jeu de dés un peu à la Yams qui sort, c'est Spots ou encore. Probablement que vous en avez entendu parler et je pense en bien. Spots ou encore, déjà le petit jeu de mots, il est assez savoureux, donc c'est un jeu de stop ou encore, mais uniquement avec des dés. Comment ça va se dérouler? À chacun son tour. On aura le choix parmi les 6 tablettes, les 6 choix qu'il y a face à nous. Chaque choix va nous donner une opportunité différente. Choisir des dés, lancer des dés, récupérer des petits nonos qui seront des relances, peut-être récupérer des chiens, des cartes chiens, parce que le but du jeu, Spots ou encore, ce sera de faire des tâches sur nos chiens et d'en valider 6 chiens comme ceci. Le premier qui arrive à 6, il remporte immédiatement la partie. Et une fois qu'on a choisi cette petite tablette, on va la retourner, elle ne sera plus disponible pour les autres joueurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une de visible, auquel cas on mettra un petit nonos de relance dessus. Ça donnera peut-être plus d'opportunités à celui qui choisira la tuile qui n'a pas été choisi ce tour-ci. On va retourner l'intégralité des tuiles et on recommence jusqu'à ce que quelqu'un ait validé ses 6 chiens. Donc je choisis une tuile, je regarde le petit défi qui m'est proposé, je lance les dés et le but, ça sera de recouvrir les tâches avec le bon dé, la bonne phase de dé sur les chiens potentiellement que j'aurai face à moi. Au début 2, maximum 6. On ne pourra pas en valider plus de 6, on ne pourra pas en avoir plus de 6 en cours de validation et les valider. Là où c'est quand même très fun et en même temps la prise de risque elle est énorme, c'est que si vous voulez relancer les dés, vous ne pourrez pas, comme dans un Yams, choisir les dés, mettre les dés de côté qui vous plaisaient et donc rejeter ceux qui ne vous plaisaient pas. Non, il faudra relancer quasiment à chaque fois l'intégralité des dés. Et la seconde chose, c'est que les dés qui n'auront pas pu être utilisés pour les apposer sur les tâches de nos chiens, ils vont entrer dans notre niche. Cette niche, dès qu'elle comporte un ensemble, un score cumulé de plus de 7 tâches à l'intérieur, on devra éliminer et défausser l'intégralité des dés qu'il y avait sur nos chiens et aussi sur notre niche. En gros, on repart à 0. Donc la prise de risque, elle est quand même assez forte, mais il y a ce côté un petit peu jubilatoire parce que si on arrive, c'est quand même assez fun ça, vous allez voir, si j'arrive à valider l'intégralité de mes chiens en cours de validation sur le même tour, j'enlève les dés, je les retourne sur leur face bleue comme la boîte et ça veut dire que je les ai validés, hop, je passe à la suite. Sinon, si j'ai validé au moins un chien parmi les chiens en cours de validation, je vais devoir dépenser un tour de jeu pour le valider lui uniquement. Donc si je les valide tous d'un coup, c'est un coup gratos. Si je le valide et que je décide de le valider de manière unitaire, ça sera une dépense d'action, de tour de jeu. C'est là que le jeu est quand même
un petit peu plus joueur, ce que je vous disais comparativement à Pina Colada Dice. Il y a des prises de décision à prendre. Le jeu est extrêmement modulaire. On aura donc 6 plaquettes comme on l'a vu face à nous. Ces plaquettes-là, elles sont de couleurs. Les 2 rouges, elles devront tout le temps être en place. Et ensuite, le jeu propose des petits scénarios pour les autres couleurs. Moi, personnellement, j'utilise les tablettes au hasard. Et même, vous pourrez aussi les superposer par couleur. C'est ce qui est proposé dans le jeu. Et donc, à chaque fois qu'une couleur sera utilisée, il y aura une autre tablette de la même gamme qui sera en jeu pour la manche les tours d'après, ce qui va mettre complètement du chaos et quasiment rien de contrôlable dans le jeu. Mais c'est ça aussi les jeux de dés, hein, il y a beaucoup de hasard évidemment. Une prise de risque qui est très difficile à appréhender au début parce que le jeu, hein, il est quand même assez punitif au tout début. Donc je remercie Yellow de m'avoir fait découvrir ce jeu à Vichy. On en a entendu parler sur pas mal de réseaux aussi, et j'ai eu droit aussi, peut-être que vous pourrez le faire aussi chez vous, mais à une petite carte personnalisée avec mon propre chien. Donc ça fait toujours plaisir. Le monde du jeu est quand même extraordinaire. Le deuxième jeu dont on va parler, que je place en numéro 3, c'est un jeu sur lequel j'aurais pu passer complètement à côté. C'est un petit jeu de cartes de constitution de tableau. Si vous avez vu ma vidéo sur le retour de Vichy, vous la trouvez juste ici, mais vous avez vu que quand même c'était une mécanique un petit peu à la mode. Chaque éditeur veut tirer, on a l'impression, un petit peu son épingle du jeu. Et là aussi, c'est un jeu de constitution de tableau dans un univers sur le Japon féodal, on va dire. Ce jeu, c'est Naishi. Naishi, c'est un jeu uniquement de duel, 20 minutes les parties, 10 ans et plus, un jeu de Mathieu Bierry et d'Alex Fortino, illustré par Marine Lostcout, un jeu édité par Merle Édition et distribué par Ludistrib. Vous voyez toute la description juste à mes côtés. C'est un jeu qui m'a fait une espèce une révélation une fois que j'ai pu y jouer. C'est un jeu donc, qui va nous demander de constituer un tableau, mais avec une contrainte qui est à la fois extrêmement frustrante et extrêmement brillante, je trouve. En gros, on a une rivière de 5 cartes face à nous, de 5 paquets de cartes même face à nous. On a une petite rivière de nos propres cartes face à nous. Enfin, c'est même pas une rivière, on a le début du plateau face à nous, 1, 2, 3, 4, 5, et 5 cartes également dans ma main. Le jeu repose sur le principe suivant, c'est que la position de chacune des cartes, que ce soit la rivière, que ce soit les cartes face à nous et les cartes dans notre main, elles ne bougeront pas. C'est-à-dire que si je veux interchanger la première carte de ma main, eh bien je devrais prendre la première carte face à moi dans la rivière. La cinquième, c'est la cinquième, celle du milieu, celle du milieu. Vous avez compris un petit peu le délire. À mon tour de jeu, je vais devoir interchanger forcément ces cartes-là. Donc si je prends la carte sur le paquet numéro 3, je peux l'échanger avec la carte numéro 3 face à moi ou la carte numéro 3 dans ma main. Et je défausse celle-ci et c'est au joueur adverse de faire de même. Le but, c'est que quand un joueur aura décidé, ou alors que 2 pioches sont vides, si une pioche est vide, il pourra décider de mettre un terme à la partie en disant « Moi, je pense que mon jeu, il est plutôt badass, je pense que je vais gagner la partie, je te donne un dernier tour de jeu. » Et ensuite, on va mettre les 5 cartes, toujours dans le même ordre, à côté des 5 cartes de notre plateau, et on va jouer, on va scorer avec une petite grille de score. Bien sûr, chaque famille, parmi les 10, je crois qu'il y a dans le jeu, vont scorer de manière différentes en fonction de leur placement, en fonction de leur concordance, en fonction des cartes qu'il y a à côté, en fonction du nombre qu'il y a dans notre plateau, etc. Ça, c'est quelque chose de très classique. Autant là, cette méca de constitution de tableau, c'est plutôt classique, avec 10 cartes, mais autant la contrainte, elle est plutôt, pour moi en tout cas, inédite, et comme je vous disais, autant frustrante que c'est vachement intelligent. Il y a un petit plateau à côté et qui va nous permettre de moduler ceci avec 2 petits jetons qu'on a en notre possession et qu'on va pouvoir dépenser pour les positionner, pour soit défausser les 2 cartes sur la partie au-dessus de 2 pioches de notre choix, histoire de soit renouveler un petit peu les pioches, soit empêcher l'adversaire de piocher au prochain tour. On pourra aussi interchanger des cartes de notre main, de la rivière ou du plateau, peu importe, mais aussi et surtout, et c'est là qu'il y a un timing extrêmement intéressant et quasiment fatal pour l'adversaire, c'est qu'on va pouvoir positionner notre jeton sur un emplacement unique, je crois que c'est un ordre impérial, quelque chose comme ça, qui va nous permettre d'échanger directement une carte de n'importe où dans notre jeu avec l'adversaire, mais respectant encore une fois toujours la même position. Donc création de tableau, organisation, planification et aussi mémorisation de ce que l'adversaire va positionner et à quel endroit. Ça nous fait un petit peu penser à Dracula versus Van Helsing, sorti l'année dernière, évidemment.
Ce jeton-là qui a l'air assez puissant par rapport à cet échange-là avec notre adversaire, bien sûr, une fois qu'on l'a utilisé, il est bloqué, on ne peut plus l'utiliser. Sinon, je pourrais récupérer ces petits jetons-là qui m'ont permis de moduler le jeu, mais en dépensant un tour de jeu. Ce jeu est assez fou, ce jeu est extrêmement rapide, ce jeu il a un scoring quand même maximum, évidemment si vous arrivez à mettre dans les bonnes positions la bonne carte, avec des cartes à chaque fois différentes dans votre jeu, c'est 96 le score maximum je crois. Mais quand vous y arrivez, c'est un peu le gros lot, c'est le jackpot. Mais sinon, une fois que vous avez maîtrisé le jeu et que vous jouez avec quelqu'un qui a un petit peu le même univers, la même connaissance du monde du jeu, en tout cas les mêmes délires en termes de complexité et d'anticipation des coups, c'est-à-dire ne pas jouer que pour soi, mais aussi vérifier toujours ce que l'adversaire joue ou potentiellement peut jouer, et bien là, ça devient extrêmement brillant. Thématiquement, c'est assez net, c'est assez limpide, c'est assez, comment on peut dire, poétique, aussi avec des illustrations et aussi des classes, des factions de personnages qui vont respecter un petit peu ces contraintes de placement. Je trouve ça plutôt intelligent. Les champs de riz, il faudra les mettre à côté, les tours de guet plutôt sur les angles. La Naishi, elle sera encore plus victorieuse, elle générera plus de points si elle est mise en avant par exemple. Les archers, il ne faut pas qu'ils soient à côté des archers, les porte-étendards, bam, devant, alors que la cavalerie sera peut-être plus derrière pour générer plus de points. Thématiquement, je trouve que c'est quand même quelque chose qui me plaît et moi j'adore ça. Quand thématiquement, les illustrations, la méca et l'univers du jeu, tout ça s'imbrique bien, vous le savez. C'est pour ça aussi que le média, il était un jeu, et là, moi je trouve que c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas vous en parler de Neishi. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis 4 jeux dans mon top. Neishi, c'était le numéro 3. On va rester avec un autre jeu de création de tableaux. Cette fois-ci, il est un peu plus conventionnel, c'est un peu plus logique. Sur les réseaux, j'ai dit, c'est une évidence. Quand on nous pitch le jeu, on se dit, oui, forcément, ça marche. Voilà, rien qu'à expliquer les règles du jeu, ça marche évidemment. Et une fois qu'on y joue, on dit, oui, voilà. Ça ne renouvelle pas le genre, ça change pas grand-chose dans le paysage ludique. Et pourtant, le travail d'édition qu'il y a derrière rend le jeu absolument fabuleux. Le jeu, c'est évidemment Château Combo, un jeu de 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 25 minutes les parties, ils exagèrent un peu. En 10 minutes, je pense que vous pouvez y jouer, surtout si vous y jouez à 2. D'ailleurs, c'est ma configuration de prédilection, je vous le dis de suite. Édité chez Catch Up Game. C'est un jeu donc de création de tableaux en 9 cartes, 3 sur 3, et une fois que c'est fait, on score et on regarde les petits combos qu'on aura pu générer. On a un petit jeton, comment il s'appelle ce petit jeton, un émissaire, quelque chose comme ça, qui va nous demander de sélectionner par une carte parmi les 3 cartes d'une rivière, soit au niveau du château, avec des cartes un peu plus prestigieuses, avec un coût un peu plus important en pièces. C'est généralement des nobles, c'est des chevaliers et donc un petit peu la cour d'un château. Ou alors, si le petit bonhomme il est placé en dessous, c'est plutôt le village avec des cartes qui sont parfois gratuites, c'est plutôt des artisans, c'est plutôt des paysans, quelques religieux aussi, quelques érudits en vert aussi. Donc il faut un petit peu réfléchir à ça, parce que c'est vrai que sur les premières parties, je trouve qu'on ne nous explique pas, ni dans les règles, ni in-game, l'intérêt d'aller plutôt en haut ou en bas. C'est vrai que si vous avez plus trop de pièces et que vous voulez pas dépenser ça, il va plutôt falloir rester dans le village. Et c'est aussi valable si vous voulez piéger l'adversaire, si vous voyez qu'il a plus trop de pièces. Voilà, je vous vois venir. Donc voilà, il va falloir un petit peu réfléchir comme ça. Sachant que il faudra payer un coût d'acquisition, je pose ma carte et c'est à l'autre joueur, etc. Le jeton qui va nous permettre d'avoir le choix parmi les 3 cartes de la petite rivière, soit village, soit château, va évoluer soit au gré des choix de cartes, du recrutement des personnages. Certaines cartes vont nous demander obligatoirement de le déplacer, sinon on pourra aussi dépenser des clés. On en a 2 en début de partie, je peux dépenser une clé pour mettre le jeton et donc moduler mes choix sur la rivière adjacente, ou alors je peux même dépenser une clé, hop là, pour tout virer. On reset la rivière et on met 3 nouvelles cartes. Mais ça, on pourra le faire qu'une fois. Donc on ne peut pas reset et puis se déplacer parce que ça ne nous plaisait pas. Non, il va falloir un petit peu jouer avec ceci. Et c'est ce qui mène un petit peu plus de fun dans le jeu, car bien sûr, on va essayer de générer un maximum de points de victoire en apposant et en juxtaposant les bonnes cartes au bon endroit, sachant qu'on devra obligatoirement les placer de manière orthogonale. C'est pas franchement une grosse contrainte, sachant qu'on n'a que 9 cartes. Donc au bout de 3-4 tours de jeu, vous pourrez les positionner les suivantes un petit peu partout. Il faut faire attention aux pièces pour pouvoir toujours acheter quelque chose, faire attention aux clés peut-être pour moduler notre jeu, mais aussi ces clés-là, elles valent des points de victoire en fin de partie. Voilà, je pense qu'avec tout ça, vous avez tout ce qu'il faut. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que c'est beau? Ouais, c'est extrêmement beau. C'est d'un classicisme
un peu déroutant, et pourtant le travail d'édition, je trouve qui est derrière, eh bien il est plutôt canon, que ce soit le matériel qui est utilisé, évidemment un carton qui est extrêmement épais, ce qui rend la manipulation des quelques pièces et des clés très sympa, mais aussi le travail d'illustration qui est derrière, un peu style dessin animé rétro des années 90, qui fait tout le temps sourire, parce que chaque carte évidemment est unique, il y en a quand même un sacré paquet, mais aussi thématiquement, elles vont interagir avec des cartes qui leur sont peut-être thématiquement intéressantes. Le chevalier va marquer des points selon la royauté qu'il va protéger. Les paysans vont marquer des points selon peut-être les paysans qui est à côté. L'artisan, l'armurier va gagner des points comparativement, si ça s'associe en tout cas avec les chevaliers en rouge, etc. Vous avez un petit peu compris ça. Les religieux vont marquer des points des fois avec des érudits, des fois non, plutôt avec des paysans, parce qu'ils vont essayer de les convertir. Thématiquement, je trouve ça très propre, et on sourit. Est-ce qu'il y a des cartes plus fortes que d'autres? Probablement. Est-ce que les scores peuvent être très serrés? Oui. Après, on fait avec le hasard un petit peu d'une pioche. Il y a des parties où on n'a pas du tout de pièces. Il n'y a rien qui va nous générer des pièces à chaque action, parce que chaque carte a un petit effet immédiat de générer des pièces, de générer des clés, ou avoir des coûts de réduction pour les coups d'après, mais aussi, vous avez compris, donc les points de victoire à générer en fin de partie. Le petit reproche, ouais peut-être, mais c'est vraiment pour être très léger, hein, c'est le scoring qui est un peu long comparativement à l'expérience de jeu, mais sinon c'est une évidence, château combo, ça tourne très bien sur BGA. À 4, 5, bien sûr, il y aura un turnover beaucoup plus important des cartes, ce qui enlève un petit peu la maîtrise et la planification de nos coups, mais aussi pour gêner les adversaires, avec qui on n'aura pas forcément d'interaction avec le joueur d'en face. Hein. Mais par contre, à 2, je trouve que c'est vraiment, comme toujours, ce genre de jeu, la configuration idéale que je vous recommande, pour le découvrir, mais aussi pour le poncer et pour y jouer. C'est clairement un grand classique Château Combo. Et le dernier jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu qui est totalement atypique. Je vous en ai parlé dans ma vidéo là aussi de récap de Vichy. C'est un jeu de constitution là aussi de tableau, mais pas vraiment. C'est un jeu de constitution de pages de journal, de une de journal. C'est Redac Chef, un jeu qui nous est sorti et localisé par Lucky Duck Games, un jeu de 1 à 6 joueurs, à 10 ans et plus, 30 à 45 minutes les parties. C'est un jeu qui est un petit peu particulier, car c'est un genre qui mélange plusieurs choses, avec des choses qui, initialement, la lecture, on se dit, bon, ça ne doit pas être si fou que ça. On devra, en un temps limité, selon la difficulté et l'ambiance que vous voulez mettre autour de la table, 3, 4 ou 5 minutes, là, le mode standard c'est 4 minutes, et donc avec ce temps limité, eh bien on devra premièrement retourner d'abord et sélectionner les bonnes tuiles pour notre jeu qu'on imposera sur notre bureau. Comme on les mettra sur notre petit bureau qui est un espace assez limité, eh bien ça va peut-être cacher les tuiles qu'on avait pris juste avant. Et une fois qu'on pense pouvoir constituer notre une de journal, on dit montage, et là on va pouvoir commencer à créer le tableau pour être le plus prolifique possible entre les 3 types d'articles, de tuiles qu'on pourrait poser: les articles, les illustrations, les photos et les publicités, sachant qu'à chaque fois il y a énormément de contraintes. Par exemple, les articles de couleur ne pourront jamais être à côté, les photos ne pourront pas être à côté, et donc on essaiera de les mettre à côté de textes de couleur adéquats. Hein. Si j'ai des photos qui illustrent du vert et du rouge, j'essaierai de mettre du vert et du rouge à côté, vous avez compris, et sans oublier aussi les publicités qui nous amèneront pas à des points de victoire immédiats, mais qui seront extrêmement important pour la fin de partie, car celui qui aura généré le moins de revenus publicitaires, il est tout simplement éliminé. Même si c'était le meilleur en termes de scoring, il est viré. Donc il y a ce côté un petit peu fun, et on devra forcément surveiller ce qu'ont fait les autres joueurs. Le jeu se déroule en 3 manches toujours pas un peu plus complexe, mais avec un terrain de jeu un peu plus grand. Vendredi, samedi et dimanche, on prendra l'intégralité du plateau. Et voilà, ça va être une sorte de puzzle game avec un chrono, avec du stress, avec de la pression aussi, et avec plein de choses pour mettre encore plus de complexité dans les choix qu'on va faire. La première chose, c'est avec les cartes de presse qu'on aura peut-être distribuées, c'est optionnel, en début de partie.
les cartes de presse avec un petit personnage, voilà, avec un petit lore dans les règles de jeu qui nous explique un petit peu sa position dans l'univers du journalisme, mais il va nous donner une possibilité supplémentaire pendant le jeu qui nous sera propre pendant toute la partie. Avec ceci, on aura aussi une tuile, je ne me rappelle plus exactement de son nom, qui nous donnera aussi une contrainte pour la manche à venir, sachant que ces tuiles-là qu'on devra obligatoirement positionner dans notre jeu, elles vont se renouveler. Et pour avoir plus peut-être le choix d'avoir quelque chose d'avantageux pour les manches d'après, eh bien il faudra peut-être que j'ai réussi à conclure mon tour de jeu en disant stop, j'ai fini, et j'aurai la possibilité d'avoir l'initiative sur le choix de cette tuile pour les manches d'après. Et en plus de ça, s'il en fallait encore, eh bien vous pourrez mettre des cartes vendredi, samedi, dimanche qui vont nous donner encore plus de complexité dans les placements. Par exemple, eh bien, on ne pourra pas placer de pub sur la partie supérieure de notre page. Voilà, c'est des choses qui sont très simples à comprendre, mais entre la carte de presse, ces tuiles dont on vient de parler, plus ces contraintes en fonction de la journée, plus les contraintes déjà de base du jeu, ça donne quelque chose quand même d'assez, certes, fouillis, mais surtout d'extrêmement fun. À chaque manche, on va regarder un petit peu les plateaux adverses, et à chaque fois, sur chacune des parties que j'ai faites, déjà c'était jamais les mêmes sensations et jamais les mêmes scoring, les mêmes modularités, les mêmes complexités, les mêmes choix qu'on devait faire. Mais surtout, tout le monde se plante à chaque fois au moins une fois. Ah non, t'as mis les deux photos à côté, hop, tu les retournes. Ah non, t'as mis ceci ensemble, ça marche pas. Ah non, là aussi tu t'es trompé, il fallait pas mettre de tuiles juste en bas d'ici. Voilà. Et avec ceci, on va compter le nombre de points, sans oublier aussi d'essayer de mettre une certaine harmonie dans notre journal. Il faudra qu'il y ait des articles plutôt optimistes et d'autres plutôt pessimistes. Et la différence entre ces sensations-là, c'est des petits logos qu'il y a sur certaines tuiles, eh bien, va nous faire perdre des points de victoire. Toutes les tuiles qu'on n'aura pas pu poser dans notre jeu aussi, ça va nous amener des points négatifs. Et on fait ça sur 3 fois et c'est juste trop bien. Je trouve que le jeu est extrêmement élégant, le style qui est utilisé dans les illustrations, on reconnaît la patte graphique, c'est beau, c'est élégant, c'est fun, et c'est pas si évident que ça, mais en fait on passe outre la complexité du jeu, on peut le trouver un peu fouillis au tout début, mais en fait on prend vraiment du plaisir. Certes, vous n'en ferez pas 10 d'affilée, mais à chaque fois que j'ai pu y jouer, j'ai fait déjà une dizaine de parties, à chaque fois avec des groupes différents, que ce soit dans mon cercle amical, familial, mais aussi en asso, à chaque fois ça a marché, et à chaque fois ça déconne, et à chaque fois ça rigole. Donc Redac Chef, c'est pour toutes ces raisons que je l'ai mis en place de numéro 1, parce que outre les jeux initiés, experts, qui vont nous amener des sensations de programmation qui sont certes très intéressantes, je trouve que ça renouvelle souvent pas quelque chose. Je trouve que là, les jeux que je vous ai proposés là, les précédents ne renouvellent pas quelque chose, mais le travail éditorial était conséquent. Ici, eh bien, je trouve que le gameplay et l'intérêt ludique, ça amène un petit vent de fraîcheur dans le paysage du jeu de société. C'est pour ça que je l'ai mis en place de numéro 1. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 4 jeux, vous voyez, c'est plutôt des petites boîtes, et Redac Chef, bien sûr, j'ai mis en place de numéro 1. Dites-moi peut-être vous aussi en commentaire les jeux que vous avez préférés ce mois-ci. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de sorties. Encore une fois, c'est des goûts extrêmement subjectifs, mais vous me direz ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker évidemment pour soutenir vos créateurs de contenu préférés. Je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche à mes côtés, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ludiques, et vive notre passion du jeu de société. À très bientôt les amis, ciao.